la sagesse et l'humilité pour faire la différence dans votre vie et dans votre business. Y avez-vous pensé? C'est une question. D'aucuns ici me diront que cela n'est pas essentiel. Alors j'ai envie de répondre, continuez avec l'ignorance et la prétention. Imaginez les dégâts de l'ignorance et de la prétention dans votre vie privée et professionnelle ou dans celle de ceux qui vous entourent. Prenez conscience des dangers que cela fait encourir à votre entreprise. Oui, je dis bien, prenez conscience des conséquences de l'arrogance, de l'orgueil et de la folie ou de l'ignorance dans votre vie privée ou professionnelle. Leurs conséquences sont multiples et dangereuses, non? L'homme dilapide son capital de vie au lieu de l'investir. Cela ne vous paraît pas dangereux? Je vous le redis, la sagesse et l'humilité peuvent faire la différence dans votre vie et dans votre business. Alors, si vous êtes prêts, entrons tout de suite dans le fond avec un conte illustrant la sagesse zen. On raconte que l'on demanda à un maître quel était l'enseignement le plus profond du zen. Et sans réfléchir, il écrivit au tableau le mot « attention ». N'y a-t-il pas autre chose? Lui demanda l'élève. Si, il y a autre chose. Il prononça à nouveau le mot « attention » et il l'écrivit au tableau. Oui, mais bon, il doit bien y avoir autre chose, insista l'élève. Oui, il y a encore autre chose, répondit le maître. Il se tourna à nouveau vers le tableau et écrivit une fois de plus le mot « attention ». À présent, on pouvait lire sur le tableau « attention, attention et attention ». Pourquoi ai-je écrit 3 fois ce mot? Demanda le maître. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attention au corps et à soi. Puis l'attention au monde animal et minéral, source d'inspiration et d'intelligence coopérative. Et ensuite, l'attention au monde, source du savoir-vivre ensemble. 3 sortes de présence à soi qui sont nécessaires pour à la fois bien agir et vibrer pleinement, en solidarité avec le monde, en nous et en dehors de nous. La sagesse est définie par la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Voici une définition qu'on pourrait retrouver dans un dictionnaire. C'est donc ici précisément l'opposé de l'aberration, de la déraison, de la folie, de l'ignorance ou de l'immaturité, ou encore de l'inattention, de l'inexpérience ou de la sottise. De mon point de vue, la sagesse s'acquiert quand vous cessez d'apprendre, pour vous, et quand vous décidez plutôt d'apprendre pour l'humanité. Osez lâcher le savoir pour envisager la connaissance. Ou bien, osez lâcher la connaissance, c'est-à-dire le savoir mis en pratique, pour être au contact dans l'expérience de votre ressenti. Là, précisément là, vous touchez ce qui est premier en vous, ce qui est essentiel. Et c'est par ce lâcher-prise mental et physique que vous accédez à votre être profond. Ce qui est nécessaire pour votre être profond, c'est la conscience de ce que vous êtes. Et par là même, conscient de qui vous êtes. C'est folie et orgueil que de se refuser à sa propre connaissance et de poursuivre dans l'ignorance de soi. Non? J'ai raté quelque chose? Le développement de la conscience se fait par l'activité et l'entraînement de votre esprit. Et aussi par la connaissance de ce dernier, ce qui va vous conférer de la sagesse et de la maîtrise. Et non plus le contrôle de votre mental qui est illusoire. Le contrôle est lié à la peur et la maîtrise, elle, à la confiance. Cela nécessite la paix du cœur et l'écoute des sens. Je vous le redis, le contrôle est lié à la peur et la maîtrise à la confiance. La maîtrise développe l'humilité
quand le contrôle développe l'orgueil. Je le redis, la maîtrise développe l'humilité quand le contrôle développe l'orgueil. Le contrôle dispense de l'autonomie et de l'initiative. La maîtrise les génère. Je le redis, le contrôle dispense de l'autonomie et de l'initiative quand la maîtrise les génère. Alors pourquoi parler ici d'humilité? Pourquoi valoriser l'humilité? Simplement parce qu'elle est associée au leadership sain et saïenne, et non pas sain et saïenneté, ça n'aurait pas de sens spécialement ici. Alors que la modestie nous renvoie au petit ego, la sous-dimension de chacun de nous. Le grand ego étant lié à l'arrogance ou à la condescendance, la prétention, l'orgueil, ce qui correspond à la surdimensionnement de nous, une sorte de surposition. Alors précisément, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Imaginez que ça serait la présence que je devrais avoir. Je suis dans le cadre. Dès que j'en fais trop, je vais être donc hors cadre et on va me rappeler que j'en fais trop, que je suis un peu arrogant, que je suis un peu prétentieux. Évidemment, je ne vais pas continuer la conférence comme ça serait pénible pour vous. Et puis vous me rappelleriez que, Hervé, tu n'es pas dans le cadre. Mais combien d'entre vous vont me dire quand je suis loin, quand j'ose pas prendre ma place, quand au fond de moi, là c'était l'opportunité, mais je ne l'ai pas pris. Combien d'entre vous dites aux autres quand ils ne prennent pas leur place? Pour reprendre leur place, c'est-à-dire juste être là. Ça me fait penser à cette histoire qu'on peut voir dans des films souvent militaires, dans lequel, à un moment donné, il y a un sergent-chef, un adjudant, qui demande un volontaire. Il y a un groupe d'hommes, là, ça pourrait être des femmes aussi, ils sont prêts. Normalement, ils sont tous prêts. Puis il regarde son papier pour ausculter peut-être la mission, et à ce moment-là, tout le monde a fait un pas de recul, tout le monde, sauf un. Il n'y en a qu'un qui n'a pas bougé. Et à ce moment-là, quand il relève la tête, il dit « Ah, un volontaire !» Il n'est pas volontaire, il assume juste que ça peut être sa position. C'est ça l'humilité. L'humus, la terre, être présent à soi, accepter, assumer que parfois vous êtes la personne qui doit faire ça. Et non pas prétendre, donc, je vous rappelle, être hors cadre. Alors ce petit exemple, il a le mérite de nous rappeler ce qu'est l'humilité. Je vous laisse quelques instants avec l'humilité. Alors l'humilité sert à agir avec puissance, nous disait Lao Tzu. Le Tao invite ses adeptes à l'humilité en ces termes. Nouveau-né, l'homme est souple et frêle. Mort, il est rigide et dur. Solidité et rigidité sont donc les compagnes de la mort. Souplesse et faiblesse sont les compagnes de la vie. Bon, c'est un peu rude comme rappel, mais ça a le mérite d'être clair. Alors, comment accepter de développer sa propre puissance tout en cultivant l'humilité? Comment accepter de développer sa propre puissance tout en cultivant l'humilité? Comment? Alors, en acceptant d'être vulnérable pour rester ouvert à ce qui s'ouvre, à ce qui naît, à ce qui m'émeut, et en même temps prêt à agir, à rebondir si la situation le nécessite. C'est, autrement dit, allier le féminin et le masculin en nous pour libérer vitesse d'exécution et force de conviction. Cette acceptation est la clé, ce qui signifie qu'elle doit mériter toute mon attention. L'acceptation est la clé. Je dois me reposer sans cesse cette question: quels sont les risques que je passe à côté de l'opportunité? Ou bien que je m'enferme dans mon mental ou que je tourne en boucle au gré de mes émotions. Alors ma solution, c'est de rechercher l'apaisement du cœur et de l'esprit par la prise de recul, sans pour autant être détaché de ce qui se vit.
je mets juste un espace entre ce que je vis et ce qui est. Être conscient que ce que je vis et être conscient de ce que je vis ou des choix que je fais. À partir du moment où vous assumez votre puissance devant les autres, vous pouvez les émouvoir, les impressionner, même si ce n'est pas ce que vous cherchez. Assumez l'effet que vous produisez sur eux, sans le minorer ou sans le magnifier. Pour autant, oser être magnifique de votre authenticité, c'est un beau pari. Ce n'est pas simple d'être un cygne quand on se croyait un vilain petit canard. C'est l'humilité qui vous permettra de tenir votre place, de ne pas prétendre, de ne pas vous justifier. C'est l'humilité qui vous permettra de vous taire ou de vous faire taire quand vous pensiez utile de parler. Vous verrez, c'est magique. Vous ferez souvent davantage preuve d'autorité en vous taisant qu'en vous exprimant trop longuement. Savoir se taire pour développer de l'écho en soi, pour savoir ce que je vis, pour prendre une décision en accord avec moi-même. Voilà le programme que je vous propose. En effet, plus vous mettez d'importance et d'attention sur les choses, plus vous créez, inconsciemment souvent, des obstacles devant vous, plus les autres, les situations vont vous sembler contraires. Ce à quoi vous résistez persiste. Je le redis, ce à quoi vous résistez persiste. Si vous n'êtes pas convaincu, faites-en l'expérience. Pour ma part, je vous propose simplement de faire le calme en vous quand la tentation de vous justifier apparaît, ou quand vous ressentez le besoin d'exagérer les faits. Faites le calme en vous et attendez que cela passe. D'une manière générale, que vous soyez l'enseignant ou l'enseigné, l'humilité vous permettra d'apprendre vraiment ce que vous ne savez pas, aussi bien en tant qu'enseignant qu'enseigné. En général, pour écouter et apprendre, vous devrez valider l'enseignant et l'enseignement. L'enseignement de ce que vous voulez étudier. Donc prenez le temps de ressentir l'humilité, l'intégrité, la simplicité, l'exemplarité de l'enseignant ou de l'enseignement, et ou de l'enseignement. Et en tant qu'enseigné, prenez le temps de chasser l'idée que vous savez déjà. Chaque fois que vous pensez que vous savez déjà, vous faites quelque chose de particulier. Vous cessez d'apprendre. Alors, soit vous perdez votre temps et quittez le lieu, soit vous allez peut-être apprendre quelque chose et prenez le temps d'écouter jusqu'au bout. Si vous avez déjà cette expertise, peut-être qu'il y a juste 2 phrases que j'ai dites, et qui seront essentielles pour vous. La sagesse est pratique avant toute chose. L'humilité est incarnée ou n'est pas. La sagesse théorique est accessible par tous aujourd'hui, n'importe quand et n'importe où, mais elle est illusoire, car la sagesse est basée sur l'expérience, la conscience ou la pratique. La pratique créera une discipline comme pour un sportif ou un artiste qui répète jour après jour ses gammes pour viser l'excellence. Alors pour méditer sur ces notions, je vous propose une histoire, celle du planteur de dattes. Dans une oasis perdue au milieu du désert, un vieil homme, Élie, était à genoux au milieu d'une grande quantité de palmiers dattiers. Son voisin, Brahim, un riche marchand, s'arrêta à l'oasis pour y faire boire ses chameaux. Il vit Élie en sueur et qui semblait creuser le sable. « Comment vas-tu, l'ancien ? La paix soit avec toi. » « Et avec toi, répondit Élie sans interrompre son travail. « Que fais-tu là par cette chaleur avec cette pelle dans les mains ?»« Et je plante, tu vois bien, répondit le vieil homme. « Mais que plantes-tu là, Élie ?»« Bien des dattes, répondit-il, montrant la palmeraie autour de lui, des dattes. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, où j'ai perdu la tâche.
Ou j'ai perdu la tête, devrais-je dire. Quel âge as-tu maintenant? La chaleur a dû troubler ton cerveau. Élie lui répond, tu as raison, je ne sais plus tout à fait quel âge j'ai. Je ne sais même pas non plus si j'ai 70 ans ou 80 ans. En tout cas, oui, sûrement plus de 80 ans maintenant que je les repense. Écoute, mon ami, les dattiers mettent au moins 50 ans à pousser et ce n'est qu'une fois adultes qu'ils sont en mesure de donner des fruits. Je ne te veux pas de mal, tu le sais bien, mais au moins prends le temps de boire, de te reposer. Je pense que tu n'as aucune chance de goûter ces dattes. Écoute, Brahim, j'ai mangé les dattes qu'un autre avait plantées. Et regarde, quelqu'un qui ne rêvait pas non plus de les déguster lui-même les a bien plantées. Je plante aujourd'hui pour que d'autres puissent manger ces mêmes dattes demain. Et peut-être que c'est juste pour moi une manière de rendre hommage à celui qui a fait ce travail avant moi. Et même si ce n'est que ça, cela vaut le coup que je finisse. Tu m'as donné une bien grande leçon, répond Brahim. Élie, laisse-moi t'offrir une bourse qu'il lui tend pour payer cet enseignement que tu m'as dispensé aujourd'hui. En disant cela, Brahim mit une bourse dans la main du vieillard, une bourse pleine d'argent. Je te remercie pour ces pièces, l'ami. Tu vois, cela arrive parfois. Tu me prédisais que je ne récolterais jamais rien et que j'étais en train de planter pour rien. Cela semblait certain de ton point de vue. Et regarde, je n'ai pas encore fini de planter que je récolte déjà une bourse et la gratitude d'un ami. Waouh! Ta sagesse me surprend, l'ancien. C'est la deuxième grande leçon que tu me donnes aujourd'hui. Et peut-être est-elle encore plus importante que la première. Laisse-moi donc te payer aussi cette leçon avec une autre bourse. Alors Élie lui répond, cela arrive parfois, oui. Et il tendit la main en regardant les deux bourses. J'ai planté pour ne pas récolter, comme tu dis, et avant d'avoir fini de planter, je récolte non pas une, mais deux fois. Deux fois. Ça suffit, répond Brahim. Si tu continues à me prodiguer tes enseignements, je crains que toute ma fortune n'y passe. Alors vous, que plantez-vous pour les autres? Avez-vous un rêve plus grand que vous-même pour lequel vous êtes au service d'un pan de l'humanité? Ce que nous récoltons au quotidien est le résultat de tout ce que nous semons tout au long de notre vie, vous le savez bien. Et ce ne sont pas les possessions qui nous apporteront le bonheur, mais la capacité à profiter de ce que nous avons déjà. Nous avons un gigantesque pouvoir entre les mains, celui de créer tout ce que nous voulons. Alors, osons la sagesse en toute humilité. Merci.